un nouveau mandat. Paul Biya, Ayop. Voilà comment est-ce qu'on célébrait. Mais où est-il aujourd'hui? Ni vu, ni connu. Et tout ce qu'il a promis, rien n'est réalisé. Le remaniement, lui-même, est dans les tiroirs. Les jeunes, oubliés. Les femmes, oubliées. Le pays stagne. Rien n'avance. Et c'est en ce moment-là que Paul Biya choisit donc d'aller à l'étranger. Oh, tiens, les panafricanistes nous disent que Paul Biya a déjà rompu avec les Occidentaux. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans des hôpitaux occidentaux? Il n'a pas construit un seul hôpital. Chez lui, en 43, 44 ans de règne, mais la santé, c'est la vie. Vous dites que vous êtes les ennemis des Occidentaux. Et vous venez vous soigner chez les Occidentaux. Et si vous injectez un petit truc là, vous allez faire quoi? Quel ennemi peut aller se soigner chez son ennemi? Voilà où les panafricanistes sont souvent des panafricains. Vous êtes dans un hôtel occidental, hôtel intercontinental. Vous buvez du vin occidental. Vous mangez des repas occidentaux. Vous êtes servi par des occidentaux. Et vous êtes soigné par des occidentaux. Et les panafricains disent que vous êtes le premier panafricaniste du monde. Celui qui passe 5 ans à l'étranger. Celui qui a dépensé tout l'argent de son pays par des courts séjours, que dis-je, des longs séjours indéterminés à l'hôtel intercontinental. Oui, on a besoin de repos. Mais Paul Biya, toute une vie, c'est du repos. Après, il repart chez les Occidentaux, puisque même au palais des Toudi, on ne le voit plus. On l'aperçoit tout simplement quand il est à la télé. Encore qu'on ne peut pas tout filmer. Voilà l'homme qui est supposé diriger le Cameroun pendant 7 ans. Encore. Et qui n'est pas là. Toujours pour des courts séjours à l'étranger. Problème? Qu'est-ce que ça coûte à notre pays? Notre pays aujourd'hui, sur le plan économique, est complètement à genoux. À genoux parce que les caisses sont terriblement vides. La faute à qui? Ah, on dira les Occidentaux. Tiens. Encore les Occidentaux. C'est donc eux qui ont créé la ligne 94, 65, 57. C'est encore eux qui ont détourné les fonds Covid. C'est eux qui ont détourné l'argent des stades. C'est eux qui ont détourné l'argent des routes. Oui, Paul Biya, le panafricaniste, il n'est pas parti se faire soigner en Afrique. N'y a-t-il pas d'hôpitaux au Maroc? Si Paul Biya ne peut pas en construire chez lui, n'y a-t-il pas d'hôpitaux en Afrique du Sud où il a envoyé sa belle-mère aller mourir? Là-bas encore, c'est l'Afrique. Mais venir se soigner chez les Occidentaux, être gardé par les Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, Paul
Paul Biya a choisi ceux qui doivent le garder. Les Israéliens, d'abord, et maintenant les Américains. Et c'est Paul Biya qui a rompu les accords coloniaux. Il a rompu les accords coloniaux pour vous. Pas pour lui-même. Puisque son médecin, ou ses médecins, sont suisses, français, israéliens. Même un infirmier de Biya n'est pas africain. Ces cuisiniers viennent de l'Asie et de l'Europe. Voilà le grand panafricaniste. Voilà le panafricanisme qu'on nous chante tous les jours pour un individu qui fuit son pays pour aller se réfugier chez les Occidentaux. Pour un individu qui a passé tout son temps avec toute sa famille à investir ici chez les Occidentaux. Aujourd'hui, que vaut le Cameroun sur le plan économique? Mesdames et messieurs, serrez vos ceintures. Ce 4e mandat, ce 1e mandat, je voulais dire 40e mandat, est celui qui vous fera aussi voir de toutes les couleurs. Ce mandat est celui qui, bien évidemment, on vous demandera encore de serrer beaucoup plus les ceintures. Depuis 1982, la seule chose que Paul Biya a apporté dans notre vocabulaire, c'est serrer les ceintures. Nous sommes dans le tunnel. Un tunnel sans fin où, d'après les chiffres que nous avons et surtout les experts, lui, Paul Moutazé, est dans la navigation à vue. Son propre neveu. Le Cameroun ne fait que s'endetter. Le pays est essoufflé. Les dettes sont cachées. Ce sont vos enfants qui payeront. Le Cameroun aujourd'hui ne figure même plus dans le top 20 des pays industrialisés. Oui, nous sommes parmi les bons derniers. 44 ans au pouvoir. Et des petits pays comme le Gabon nous dépassent déjà. On nous a chanté des choses que Paul Biya avait donc rompu les accords coloniaux. Que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'était des pays qui appartenaient aux autres. Mais tous ces pays aujourd'hui, selon la Banque africaine de développement, sont devant le Cameroun. Dans la zone de libre-échange, les CAF, comme ils ont voulu dire, le Cameroun est même situé derrière le Gabon et la Guinée équatoriale. Le Cameroun n'est plus compétitif. Voici les pays qui, eux, ne vont jamais vous parler de « Oh, accords coloniaux, on a rompu ceci et cela, et tout et tout. » Mais qui se développe, qui crée des industries. Quand Paul Biya arrivait, le Cameroun était parmi les 3 pays de l'Afrique subsaharienne industrialisés ou en voie d'industrialisation. Aujourd'hui, le Cameroun ne fait plus partie du top 20. Voici cela. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Banque africaine de développement. 1. Maroc, avec 0,8415 points. 2. Afrique du Sud. 3. Égypte. 4. Tunisie. 5.
Maurice. 6, Algérie. Et 7, Eswatini. Ah oui, Eswatini est devant nous. 8, Sénégal. 8, Sénégal, pays industrialisé. 9, Namibie. 10, Côte d'Ivoire. Oui, depuis un certain temps, un jeune Sénégalais est en train de prouver aux panafricains qui venaient souvent raconter que oh, vous n'avez qu'une seule ville, nous on a plusieurs villes, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, c'est des classements, c'est des paramètres, c'est là. La Côte d'Ivoire est donc dans le top 10 des pays africains industrialisés. Et pourtant, Ouattara, dit-on, est un agent français, un agent pro-occidental, même comme il ne passe pas plus de temps à l'étranger chez les Occidentaux comme Paul Biya. 11, Kenya. 12, le petit Gabon, qui est à côté de nous. 13, la RD Congo, la RDC. 14, Nigeria. 15, Botswana. 16, Ouganda. 17, Guinée équatoriale. 18, Ghana. Zambie, 19. 20, Libye, qui connaît bien sa guerre. Bon. Où se trouve donc le Cameroun avec tout ça? Après le top 20, avec 0,55. Mesdames et messieurs, les chiffres ne mentent pas. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui vivent bien? Connaissez-vous les salaires moyens au Cameroun par rapport à ceux des autres pays? De la misère, de la galère. À ce moment-là, il ne s'agit plus qu'on est opposant ou qu'on est du gouvernement. On fait face à la même misère devant les marchés. Lorsqu'on veut acheter de la tomate, lorsqu'on veut acheter 1 litre de carburant, lorsqu'on veut acheter du poisson, c'est là où les réalités apparaissent. Lorsqu'on se rend compte que le salaire que propose Grégoire Rona est l'un des plus misérables du monde, je ne veux pas dire du monde, mais de l'Afrique. On aurait pu dire, comme dans d'autres pays, nous faisons des efforts parce que nous voulons sortir de là. Nous voulons nous développer. Nous devons faire des sacrifices. D'autres pays l'ont fait. Mais le problème, c'est que depuis que Paul Biya est là, c'est le petit peuple qui fait des sacrifices. Le voilà qui, lui, est en train de boire du bon vin en Suisse, à Genève, avec une longue suite. Et ceux qui sont au pays disent, on vous attend ici au pays, et disent que Paul Biya est panafricaniste. Lui, il vit avec sa famille. Lui, il loue les jets privés, puisqu'il a trouvé que le Cameroun avait une grande compagnie aérienne, internationale, Cameroun Airlines, qui l'a transformé en Camer KO. Il a trouvé que le palais présidentiel, le président Amadou Ahidjo a laissé 2 avions. Biya non seulement a été incapable de les entretenir, mais il est même parti chercher quelque chose qu'on appelait albatros, oiseau de malheur. Qu'est-ce que c'est devenu après? Rien. Détournement sur détournement. Biya n'a donc pas pu, ne serait-ce qu'au niveau de l'avion, des avions présidentiels, maintenir cela. Il est donc obligé encore de louer les jets privés qui doivent être stationnés à Malabo ou à Yaoundé pendant des semaines avant qu'il ne voyage. Qui paye cela? C'est vous. C'est moi. C'est pas lui.
C'est l'argent du pauvre contribuable camerounais dont Biya se sert. Oui, ces avions sont loués par des compagnies occidentales. Et Paul Biya est piloté par des Occidentaux. C'est donc eux qui gagnent partout. Je vous ai dit, je ne suis pas l'apôtre des bonnes nouvelles, puisque ce n'est pas moi qui l'écris. C'est pour ça d'ailleurs que l'émission s'appelle Les Dossiers Noirs. Parce que justement, l'avenir est noir. Très très noir. Puisque peut-être même bientôt, les fonctionnaires risquent de ne plus être payés. Lui, Paul Moutazé, se débrouillant à prendre des crédits à gauche et à droite juste pour satisfaire des fonctionnaires. Les militaires, aujourd'hui, eux-mêmes, ils commencent, bien évidemment, à tirer le diable par la queue parce qu'ils attendent les primes. Aujourd'hui, on est en train de chercher les niches à gauche et à droite pour voir où est-ce qu'on peut faire quelques économies. En réalité, même les routes, les chantiers qui ont été commencés ne pourront pas être achevés. Pourquoi? Parce que même les fonds routiers aujourd'hui sont recollectés pour être injectés au niveau des salaires. Mais pour combien de temps? On ne pourra pas tenir. Écoutez cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui dresse un portrait assez alarmant des finances publiques au Cameroun. Tout est parti, semble-t-il, d'une simple lettre qui aurait mis le feu aux poudres en suggérant que le pays serait au bord d'une véritable crise financière. Alors, allons voir ça de plus près. Voici le point de départ. Un document, une lettre, attribuée au ministre des Finances. Et que dit-elle? Eh bien, elle ordonnerait de suspendre les fonds normalement destinés à l'entretien des routes. Le but, couvrir des dépenses prioritaires. Et quelles sont ces fameuses dépenses? Les salaires et les pensions. C'est l'allégation centrale qui a tout déclenché. Est-ce que l'État en serait arrivé au point de devoir choisir entre réparer les routes et payer ses fonctionnaires? Pour bien comprendre comment on en serait arrivé là, suivons cette feuille de route. On va d'abord parler de l'urgence financière présumée, ensuite on verra ce qui en serait la cause, des projets d'infrastructures qui n'en finissent pas, puis on regardera l'impact sur la dette et les salaires, avant d'élargir un peu le champ à la place du Cameroun dans le monde, et enfin ce que disent les rapports sur sa gouvernance. Allez, on commence par le cœur du problème, tel qu'il est présenté dans l'analyse. La situation immédiate des finances publiques camerounaises qui serait vraiment sous tension. L'affirmation est pour le moins directe. Les caisses de l'État seraient désespérément vides. Ce sont des mots très forts qui suggèrent une crise de liquidité vraiment aiguë. Autrement dit, le gouvernement n'aurait plus l'argent disponible là tout de suite pour payer ses factures les plus courantes. Alors c'est quoi ces dépenses prioritaires? Il ne s'agit pas d'investissement pour l'avenir, non. On parle des fondamentaux. Payer les salaires, les pensions et rembourser une partie de la dette. D'après la source, le dilemme est brutal. Est-ce qu'on entretient les routes ou est-ce qu'on paye les fonctionnaires? Un choix impossible qui, s'il est avéré, montrerait bien la gravité de la situation. Mais comment en serait-on arrivé à ce point? Le reportage pointe une direction très claire. Une série de grands projets d'infrastructures, qualifiés d'éléphants blancs, qui seraient devenus de véritables gouffres financiers. Prenons un premier exemple qui est assez emblématique, l'autoroute Yaoundé-Douala. Le projet est lancé en 2014, il devait faire 180 km. 11 ans plus tard, à peine un tiers du chemin, 60 km, serait terminé. Et pour un coût qui frôle déjà les 700 milliards de francs CFA. C'est un cas d'école, selon la source, de retard et d'explosion des budgets. Et attention, ce ne serait pas un cas isolé. Un autre exemple cité, l'autoroute Simaleng-Capitale. On parle de 12 petits kilomètres. Le projet a aussi commencé en 2014 et il serait toujours inachevé, nécessitant même de nouveaux prêts pour espérer le relancer. Coût total estimé, plus de 400 milliards de francs CFA. Et la liste des projets annoncés mais qui seraient au point mort ou très en retard serait longue, toujours selon la source. Bus, tramway, parc éolien, téléphérique, une tour emblématique, beaucoup de ces grandes idées n'auraient finalement que très peu, voire pas du tout avancé concrètement. Bon, tous ces projets qui n'avancent pas, évidemment ça a des conséquences directes, c'est l'effet domino qu'on va examiner maintenant, une pression qui s'exercerait à la fois sur la dette publique et sur la capacité de l'État à payer correctement ses employés. Alors, le chiffre officiel de la dette publique, il est déjà impressionnant. Plus de 14 000 milliards de francs CFA.
Mais le reportage va plus loin, en affirmant que ce chiffre pourrait même être sous-estimé. Pourquoi ? À cause de ce qu'il appelle des dettes cachées, qui ne seraient pas comptées officiellement. En parallèle de cette dette qui gonflerait, la source se penche sur la situation des fonctionnaires. Et cette comparaison est frappante. Le salaire le plus élevé dans la fonction publique camerounaise serait de 326 000 francs CFA. Pendant ce temps, au Rwanda, il dépasserait 1,2 million. L'écart est énorme et illustre bien les allégations de faibles salaires dans le public. Pour mettre ça en perspective, il y a un autre chiffre clé. La part des salaires publics dans la richesse du pays, le PIB, ne serait que de 5,5%. C'est bien loin des 10% recommandés par la Banque mondiale pour la région. Pour la source, c'est une autre preuve de cette politique de bas salaire. Le reportage décrit ce qui ressemble vraiment à un cercle vicieux. D'abord, on annonce de grands projets, on obtient des prêts pour les financer. Ensuite, à cause d'une mauvaise gestion présumée, les chantiers s'arrêtent. Et là, il faut de nouveaux prêts pour les relancer. Résultat, la dette se creuse, mais les infrastructures, elles, ne voient pas le jour. Toute cette situation financière en interne aurait aussi des répercussions bien au-delà des frontières, en affectant potentiellement la souveraineté et l'influence du pays sur la scène internationale. Tenez, un chiffre, basé sur des données de 2019. La dette du Cameroun, rien qu'envers la France, s'élèverait à 1,370 milliard d'euros. C'est une somme considérable qui, selon l'analyse, crée une dépendance très forte vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Ce graphique, toujours basé sur les chiffres de 2019, est d'ailleurs très clair. Il place le Cameroun tout en haut de la liste des pays de la zone franc les plus endettés auprès de la France, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça souligne une dépendance financière qui serait donc loin d'être anecdotique. C'est là que la source met en lumière ce qu'elle voit comme une grosse contradiction. D'un côté, on aurait un discours public, parfois très critique envers la France, mais de l'autre, la réalité financière obligerait le gouvernement à aller chercher l'aide de Paris pour des choses aussi basiques que le paiement des salaires. Pour finir, prenons un peu de recul. Comment est-ce que cette situation est perçue de l'extérieur ? Le reportage s'appuie sur une évaluation internationale pour donner une note, en quelque sorte, à la gouvernance du pays. La source utilisée est donc le rapport 2025 du Chandler Institute of Governance. C'est une institution qui évalue la qualité de la gestion publique partout dans le monde. Voyons ce qu'il dit sur le Cameroun. Le premier chiffre est sévère. Pour la qualité globale de sa gouvernance, le Cameroun est classé 105e sur 120 pays. Le commentaire de la source est sans appel. Ça le placerait parmi les 16 nations les plus mal gouvernées au monde. Et le second chiffre est peut-être encore plus dur. Pour ce qui est de l'influence internationale, le Cameroun est classé 120e sur 120 pays. C'est la dernière place mondiale. Un indicateur qui, selon l'analyse, témoigne d'une image et d'une attractivité au plus bas. Bon, si on résume ce que cette analyse allègue, que faut-il retenir ? Une trésorerie qui serait à sec, une cascade de projets d'infrastructures décrits comme des échecs coûteux, une dette publique qui s'envole, des difficultés pour payer les salaires, et pour finir, des notes internationales sur la gouvernance qui sont franchement mauvaises. Tout cela nous laisse avec une question de fond, une question soulevée par cette analyse. Si toutes les ressources d'une nation sont mobilisées simplement pour gérer les urgences du quotidien, que reste-t-il pour préparer l'avenir ? C'est une réflexion essentielle sur le coût réel, le coût à long terme d'une telle situation. Merci de nous avoir suivis. Bon, merci pour cette analyse. Et vous allez vous rendre donc compte que un président qu'on annonce être très fort réussit à plonger son pays dans la misère parce qu'on nous fait comprendre que, oh là là, toutes vos matières premières, ah oui, Paul Biya a réussi à les conserver. Sauf que ce sont les Chinois qui les exploitent. Nous venons d'avoir les rapports sur l'or. Le pétrole, on ne sait pas ce qu'on en fait puisque, bien évidemment, c'est Glencore. On ne sait pas si Glencore, c'est une société camerounaise. Et pourtant, c'est bel et bien une société occidentale. Ah oui, tout au Cameroun a été dilapidé, vendu. Et quand d'ailleurs on cherche à voir aujourd'hui les pays justement qu'on appelle performants, la performance sur le plan de la gestion, sur le plan de la gouvernance, là encore le Cameroun ne fait pas partie du top 20. Mais on nous a présenté Paul Biya comme étant l'homme de l'expérience, l'homme des grandes ambitions, l'homme des grandes réalisations. Mais sauf que tous ces slogans sont creux
et ne se limite qu'à des incantations au Cameroun, puisqu'on ne voit pas de l'évolution. Bref, sur le plan international, le Cameroun ne représente rien du tout. C'est plutôt la régression. Au lieu de la progression, on parle de l'émergence en 2035. Mais cette émergence va-t-elle arriver lorsque le Cameroun, non seulement aujourd'hui, avec une société qu'on appelle SOCADEL, Société camerounaise de délestage, ne parvient pas à produire de l'énergie. Le Cameroun peut-il atteindre l'émergence lorsqu'on sait que son taux de corruption est très élevé? Le Cameroun ne fait donc pas partie des pays respectés pour leur gouvernance. Cela veut dire que Paul Biya est très mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le RDPC qui doit nous dire ceci, cela. On regarde les performances. Il va au Fonds monétaire international, il va à la Banque mondiale, il va en Chine, il demande les prêts à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces prêts? Quand on regarde aujourd'hui certains résultats, vous allez voir que des petits pays encore, hier, qui avaient connu la guerre, dépassent le Cameroun de loin. Paul Kagame, qu'on disait être l'élève de Paul Biya. Regardez ce qu'il a fait dans du Rwanda. Aujourd'hui, je vais vous donner le classement de Chandler Good Government Index 2026. Donc, ça concerne les pays par rapport à leur gouvernance, à leur performance. Et vous allez voir que des pays comme Maurice, Botswana, là-bas, il y a de la performance. Ce n'est pas ce que le Paul Motazé vient et nous dit, oui, on va créer ceci, allez, on va bloquer le téléphone, on va maintenant augmenter tel ceci et cela, on va maintenant encore augmenter ceci, il y a d'autres niches, à gauche et à droite, les gens applaudissent. Ce n'est pas ça la performance. L'indice de performance, donc, qui se base sur aussi la solidité des lois et des politiques publiques, l'état de droit, la qualité du système judiciaire, la transparence, l'éthique, le leadership, vision à long terme, l'adaptabilité des établissements, des priorités, les innovations, ainsi de suite. Bref, ici, il s'agit de 35 critères, c'est-à-dire on vous note. Ce n'est pas qu'on vous aime ou on ne vous aime pas, on vous note. Ce sont des experts. Et vous allez donc voir que dans ce classement, bien évidemment, le Cameroun ne sera malheureusement pas devant. Voici le classement. Premier, des pays africains les plus performants dans le domaine de l'efficacité du gouvernement. 1. République de Maurice, qui est au 55e rang mondial. 2. Rwanda, 62e mondial. 3. Botswana, 70e mondial. 4. Maroc, 79e mondial. 5. Tanzanie, 80e mondial. 6. Afrique du Sud, 85e mondial. 7. Égypte, 88e mondial. 8. Bénin, 89e mondial. 9. Ghana, 92e mondial. 10. Côte d'Ivoire. Les panafricanistes sont là. Oh, Ouattara, oh, c'est échoué, oh, voilà, il est encore ici, il est au top 10. Ouattara au top 10, avec la Côte d'Ivoire. 11 Namibie, 94e mondial. 12 Algérie, 99e mondial. 13 Sénégal, devant le Cameroun. Et il y a les panafricains qui disent que non, le Sénégal, c'est un petit département du Cameroun, et tout. Ils oublient de dire que la Suisse, c'est un département aussi, par rapport au volume du Cameroun. Oui, même l'Arabie Saoudite, ça vaut quoi par rapport à la superficie? Donc, ils mesurent les pays par rapport à la superficie.
Si on regardait la superficie, mais attendez, le Tchad serait le plus grand pays d'Afrique centrale, ou même l'un des plus grands d'Afrique francophone. « 14 Kenya, 103e mondial. 15 Ouganda. 16 Tunisie. 17 Zambie. 18 Malawi. 19 Madagascar. 20 Togo. Où est le Cameroun? C'est-à-dire que un pays qu'on appelle le continent, qui n'est même pas, dans aucun classement, on est parmi les 20 pays africains. Il n'y a aucun. Si c'est pour la corruption, on est premier. Si c'est pour la corruption, on est premier. On va voir, peut-être le Cameroun sera peut-être 21e. Non. La Gambie dépasse même le Cameroun. Le Cameroun est 22e. Voilà dans notre pays. La faute à qui? La faute à qui? À la diaspora? À Issa Chiroma? À Kamto? Au Wadjo? Aux Anglo? Au Bami? Voilà ce que nous sommes incapables de faire. On ne regarde pas l'évolution des autres pays. On ne copie pas ce qui est bon. Le seul sujet, vous n'allez pas voir même sur des chaînes télé qu'on parle de l'économie, qu'on parle du développement. Vous allez constater que tous les débats tournent sur l'identité, sur les halogènes, sur les autochtones, sur les machins. Donc voilà la seule chose du régime Biya. Quand l'élection arrive, ça dit qu'en 44 ans, zéro bilan. La seule chose, quand une élection arrive, on oppose les Camerounais aux autres. Oh, vous savez que les gens là sont mauvais. Si vous laissez le pouvoir à tel autre, c'est très grave. Vous savez que... Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? En 44 ans, les autres ont trouvé des pays en guerre. Les autres n'avaient pas de matières premières. Ils n'ont même pas d'accès au port. Les autres sont sortis de famines comme l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est de beaux pays qui attirent les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont respectés. Aujourd'hui, c'est des pays qui ont un réseau routier. Aujourd'hui, ce sont des pays qui ont de l'électricité, qui peuvent avoir des possibilités au moins à encadrer leur jeunesse. Mais qu'est devenu le Cameroun de Paul Biya? À part tout simplement un pays tribal. Un pays où on ne parle que de la guerre des clans. Un pays où l'unité de vol, c'est le milliard. Un pays où les ministres ne sont jamais remplacés. Même s'ils décèdent, ils ne sont pas jugés en fonction de leur capacité. Puisque d'ailleurs, il n'y a pas de conseil des ministres. Il n'y a rien. C'est un pays qui va à volo et dont on distrait le peuple avec tout ce qui pouvait encore rester comme fierté. Lui, les Camerounais étaient unis. Lui, les Camerounais vivaient en paix.
lui, les Camerounais s'aimaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a cultivé? Qu'est-ce que le régime Biya a cultivé? Que de la haine. La haine. La haine. Et chaque jour, sur la télé, vous allez voir des individus qui sont poussés au devant de la scène pour venir dénigrer les autres communautés. C'est le travail que faisait le professeur Abbé. Et comme il a été disqualifié avec le professeur Onangini, maintenant, ils ont trouvé un autre Toto, Elimbi Lobet, qu'on met en haut pour faire le sale boulot.